Dans ce nouvel épisode, on va parler des nouveautés présentées à la WWDC par Apple. On va vous parler forcément de Liquid Glass, du rebranding des OS, d'Apple Intelligence, du Live Translation, de Hold Assist, de la Visual Intelligence, d'iPadOS 26, de visionOS 26. Et puis, dans cet épisode, je vous dévoilerai le nom des prochaines lunettes Apple et savoir avec qui. Connected Mate. Alors bien sûr, tout le monde a entendu parler de ce qui s'était passé à la WWDC. Il y a eu beaucoup de débriefs, vous avez lu beaucoup de choses sur plein de blogs, plein d'articles, plein de YouTube et autres choses. Avec Alex, on a eu envie de prendre un tout petit peu de recul et de regarder ce qui s'était passé très concrètement. Salut Alex. Salut PPC. En gros, en fait, ce qui était absolument incroyable, c'est que le jour où on en a parlé, le jour où c'est sorti, on s'est envoyé un message, on s'est dit ok, là c'est super intéressant ce qui est en train de se passer parce qu'on est en train de comprendre où va Apple. Et donc je pense que c'est vraiment important en fait qu'on en parle et qu'on débunk tout ça parce que là il y a plein d'avis qui vont commencer à sortir. En tout cas, nous, on a iOS 26. Bon, toi, tu raconteras ton histoire, mais en tout cas, t'as pas iOS 26 et t'as plus d'iPhone 15. Il y a eu un crash, je vous raconterai ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà. Ici, là, aujourd'hui, il y a des grands changements. Moi, je suis très, très heureux. J'aurais aimé un petit peu plus quand même. Mais ce qu'ils nous ont donné, c'est pas aussi brillant parce que nous, on est tout le temps dans la tech et on attendait un petit peu plus d'IA, on attendait des choses comme ça. Mais à date, ce qu'ils font là, c'est un très, très gros move. Dès 7 ans, qu'il n'y avait pas eu de mouvement aussi gros chez Apple, l'intelligence n'était pas si gros. Parce que quand on parle cash, quand on parle Apple, quand on parle bourse, ils n'ont pas bougé, c'est parce qu'il y a une raison. Là, en fait, ils sont en train de préparer un futur qui est absolument magnifique. Mais bon, PPC, je te redonne la main. Ouais. Et on va y venir. En fait, alors, allez, on vous a dit beaucoup de trucs. On va un peu revenir sur finalement les grandes innovations qui ont été montrées. Première chose, et peut-être que c'est ça qui m'a marqué, d'ailleurs, ça m'a rappelé un truc que tu as écrit, je crois que c'était en 2024. Tu as écrit un truc, toi, tu as l'Apple Vision Pro, et tu t'es dit, la voie qui arrive, ça devrait d'orienter les choses très très proche de l'Apple Vision Pro. Et la première sortie qu'on a vue, Liquid Glass. Complètement. Déjà, il faut se le dire, en fait, beaucoup parlent juste du Vision Pro, c'est un produit qui est mort, etc. Il y a une gamme, la catégorie Vision. Moi, ça va devenir la plus grosse gamme Apple possible. Et c'est là, ça va être la nouvelle gamme en fait qui va remplacer l'iPhone. C'est ça qui va permettre de continuer à vendre du device. C'est ça qui va complètement rechanger le numérique. Et avec plaisir, on parle avec ceux qui sont encore sceptiques là-dessus. Mais bon, c'est par A plus B que nous, on fonctionne. Et par A plus B, donc ça va aller là-dessus. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, Liquid Glass. Ce qui est juste important à comprendre, c'est à quoi ressemble visionOS. visionOS, le software qui fait tourner le Vision Pro. Donc, cette gamme en fait de produits de réalité augmentée virtuelle. C'est simple, en fait. Quand demain vous allez avoir des fenêtres qui vont apparaître devant votre regard, il faut qu'il y ait une certaine transparence obligatoire pour amener un usage simple. visionOS, c'est vraiment un OS qui fait que c'est pas fait pour les geeks, tout le monde le comprend. Sauf qu'aujourd'hui, le vrai futur de cette gamme, ça va être la paire de lunettes. C'est sûr, ça sera ça. Le problème, c'est que le jour où ça va sortir, ça va être de la masse. Et de là, il faut commencer à préparer les nouveaux usages. Parce qu'en fait, dans tous les cas, on va être obligé de jouer avec de la transparence pour amener. Et donc Apple, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils ont complètement changé le design de l'iPhone. 7 ans, il n'y avait pas eu de grands changements majeurs. Et ils le changent pour commencer à préparer l'acculturation. Et en fait, je te rejoins parce qu'en fait, Apple n'a pas seulement changé le design dans ce qu'ils nous ont présenté pendant cette conférence, cette fameuse keynote de la WWDC 2025. En fait, je pense qu'ils fixent un nouveau référentiel d'interaction, de lisibilité, d'expérience utilisateur. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils fluidifient l'interface et ils sont en train, tout doucement, d'imposer une nouvelle norme esthétique où la transparence devient un nouveau langage. Alors pour les entreprises, je me suis posé toujours la question, tu sais, c'est toujours le sujet de se dire, et ça change quoi pour les entreprises ? Il y a ces usages qui vont rentrer dans le quotidien de tous les utilisateurs de smartphones. Et moi, je pense que ça veut dire deux choses. Un, ça veut dire que ça va mettre une pression pour les entreprises, une pression accrue sur la cohérence visuelle de toutes leurs apps. Ouais. Et puis, ça va faire monter une attente de la part de tous les utilisateurs sur la fluidité qu'on peut percevoir. Et la question que vous pouvez poser, si vous êtes à la manœuvre sur vos applicatifs, est-ce que vos interfaces tiennent encore la comparaison face à ce que Apple vient de sortir et qui est visuellement intégré? Grosse question, je pense, pour les professionnels. Je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Là, c'est génial, en fait. Ça va tout secouer. Alors, nous, on est en France, donc là, vraiment, il y a l'été, donc il n'y a pas grand-chose à se passer. Mais tu es sûr qu'en septembre, il va y avoir beaucoup d'apps qui vont changer. Et d'ici septembre, il va y avoir beaucoup de changements. Je pense même qu'il va y avoir pas mal de recrutements en UI et en UX design. Et UI, bon, c'est un peu logique parce qu'il faut changer à quoi ressemble l'interface. UI, c'est User Interface, pour celles et ceux qui pratiquent pas. En gros, le UI, c'est vraiment le design, c'est vos couleurs, la forme des boutons, etc. Là, il va y avoir des changements parce que
On va commencer à avoir des banques qui vont vouloir être semblantes, on va avoir beaucoup d'applications qui vont changer. Mais surtout, tu l'as bien dit, tu as dit le mot expérience. Pour moi, c'est là où tout se joue. Aujourd'hui, les apps vont devoir amener des expériences. Déjà parce qu'on va complètement changer de device, et aussi parce qu'il y a l'IA qui arrive. Donc en fait, tout ce qu'on appelle, ce que j'adore appeler le serviciel, il n'y a plus besoin de ces apps-là. Donc aujourd'hui, il va falloir amener des expériences. Pour amener des expériences, il faut travailler avec de l'UX. Et moi, d'ailleurs, j'ai une anecdote, parce que je connais un super bon designer, qui s'appelle Jocelyn Coletta, qui travaille vraiment le UI design. Salut Jocelyn. Salut Jocelyn. J'ai aucun autre nom en fait de super designer dans le monde de la RVR. Et donc dans le monde de la RVR, c'est aussi l'usage des lunettes de demain. Et en fait, dans les lunettes de demain, on a directement compris qu'on vendait pas du service, on vendait vraiment de l'expérience. Et donc en fait, lui, il design super bien dans ce monde-là. Et je suis sûr qu'il fait partie des meilleurs en fait qui vont pouvoir coacher ceux qui vont devoir changer leurs applications mobiles. Pas People pareil, mais il connaît bien ces principes de transparence, pourquoi, etc. Et l'expérience, pour moi, c'est ce qui va tout l'idée. Et donc, effectivement, là, il va y avoir un gros sujet parce qu'il y a énormément d'applications qui touchent des millions de Français qui n'amènent pas d'expérience. Puis, moi, je pense que ça va tirer aussi quelque chose, hein, parce que si toutes les marques se mettent à effectivement revisiter leurs applications, ils ne vont pas trop se compliquer la tâche. Hein. Ils vont faire sur l'iPhone. Ça va aussi découler sur Android. Donc, c'est peut-être aussi en deux bandes une stratégie pour Apple de reprendre la main sur la façon dont sont structurées les applications, l'expérience utilisateur, les interfaces utilisateurs telles que tu le disais, et on va les retrouver dans le système Android. Ça, c'est un premier changement. Deuxième changement, ça peut paraître rien, mais vous avez suivi, finalement, ils viennent de faire un rebranding des operating systems, des OS. Et c'est-à-dire qu'il y a, je pense, une stratégie de simplification en changeant le nom des versions. Vous savez, on avait 17, 18, etc. C'était un peu mélangé. Il y avait des numéros qui étaient différents si on était sur iOS, sur iPad, sur la Watch, etc. On était un peu perdus. Pareil pour le Mac. Et là, tout d'un coup, il change. Et c'est une date qui intervient. Moi, je suis désolé. Pourquoi 26, pas 25 ? Eh ben, c'est vachement. Parce que 25, ça veut dire que c'est déjà du passé. Ils sont en train de faire 26 pour dire c'est le modèle qui sera l'année prochaine. Oui, donc en fait, vous êtes en avance. Ça va sortir en septembre 2025. Oui, mais c'est pas grave. 2025. Mais justement, c'est toujours. Tu donnes, c'est assez classique en marketing. Tu vas pas dire je vous donne la version qui est déjà passée. Tu donnes la version de l'année prochaine. C'est comme pour les bagnoles. Tu parles de quelque chose clair. Je trouve pas ça. C'est comme pour les bagnoles. Si. Vous allez voir. Je pense que c'est un mouvement qui, là encore, ramène, et je pense cette stratégie, on l'a vu avec Liquid Glass, et ça amène un Apple plus lisible, plus compréhensible. On n'est pas sur... C'est plus agile en marketing. Et ça veut dire que quand on fait ça, quand on utilise dorénavant l'année modèle, en fait, c'est l'année modèle, c'est comme on parle des bagnoles, en fait, ça rebat toutes les cartes suivi des versions, des supports. Ça veut dire que peut-être dans le versionning que vous allez avoir vous-même de votre application, vous allez devoir vous dire, tiens, allez, je vais donner la date. C'est-à-dire, je vais mettre la date. C'est-à-dire que c'est la version qui est prête sur étagère pour une année à venir. Et globalement, tu fais iOS 26, ça veut dire que c'est sur l'année scolaire de septembre à septembre 26. Ouais, et donc, en fait, ça y est, t'es rentré dans ce nouveau cycle. La question qu'on peut se poser, que ça va pas, si vous changez pas aussi, si vous suivez pas ce rythme-là, amener une sorte d'obsolescence perçue de vos applications avec des versionnings qui sont un peu plus compliqués. Donc peut-être que le sujet, ça va être, c'est une question qu'on peut se poser en entreprise. Comment on peut intégrer cette temporalité, vecteur, ce marqueur, dans vos cycles de mise à jour? Bonne question, c'est pour vous. Connected Mate. Tu parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle. Effectivement, ils ont attaqué directement le keynote en mettant le doigt sur l'intelligence artificielle, alors que tout le monde les attendait en disant oui, ils sont en retard, etc. Ils assument, mais parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose de très solide. Donc en fait, ils font plutôt le pari qu'on pourrait qualifier d'une sorte d'intelligence artificielle implicite. C'est pas une IA qui... Elle est dedans partout. D'ailleurs, t'as dit en retard, et je peux me permettre de te reprendre, c'est qu'en fait, ils sont pas en retard, ils sont juste à l'heure. Les autres mentent. Les autres font de la prévente. Mais c'est qu'en fait, à date aujourd'hui, il y a des modèles très bien, etc. Apple n'a jamais dit qu'ils allaient fournir un ChatGPT en interne dans l'iPhone. Ils n'ont jamais menti. Énormément de boîtes disent des choses, on l'a pas. On doit attendre 1 an. À date, Apple, non, a promis des choses. C'est sorti. Ils n'ont jamais promis des résultats de dingue. Ça n'a jamais été dingue. À date, par contre, là, ça commence à être pas mal. Je le sens. Les modèles sont enfin locaux, etc. Ok, ça change. Ça commence à arriver. Et donc, pour moi, ils sont juste à l'heure. Ils sont pas en avance. Ils sont pas en retard. Ils sont à l'heure. Et les autres mentent. C'est tout. Les autres font de la prévente, en fait. Ils vendent des promesses. Apple ne vend pas une promesse. Donc, en fait, Apple vend du concret. D'ailleurs, on l'a vu, quand on tourne un tout petit peu sur le code. Ouais, ça, c'est le rendez-vous qu'a Alex, je crois. Ouais. Quand on est sur le code, j'ai repéré, on peut maintenant utiliser des LLM
quand on programme, c'est ça? Ça, c'est un très très gros move et moi, je les attendais vraiment là-dessus. C'est le côté où Apple vend des devices qui coûtent cher, qui sont gros, genre les Max, par exemple. En fait, ils vont les vendre. Il y a une vraie version de pourquoi vendre des téléphones si chers, c'est que dedans, il y a des IA embarqués. Il y a un point très important, il le faisait avec Kahoot. C'est Kahoot. En gros, tu peux faire ton application et au lieu de devoir mettre une clé API, faire appel, c'est-à-dire que toi, tu fais un applicatif, tu vas avoir payé des serveurs à OpenAI pour utiliser l'IA. En fait, c'est simple. Tu vas développer une application native. Très, très important, ce point d'attention, le natif. On sait bien que ça coûte très, très cher dans les stratégies d'application. Et en fait, directement faire appel aux IA du téléphone. Donc, tes utilisateurs, tu vas pouvoir leur ramener des features si, pour Apple, ils ont un device puissant. Pas mal. Pas mal pour vendre du hardware, ouais. Tu vas devoir faire des applications, mais tu auras moins de coûts de run. Tu auras moins de choses en back sur des serveurs. Tout se passera localement dans le téléphone. Moi, ça, je suis vraiment très local parce que je trouve qu'on extrait assez de minerais comme ça et on a assez de devices. Ouais, donc dans une logique un peu responsabilité sociétale de l'entreprise, on peut s'attendre à ce qu'Apple, à un moment donné, sorte le drapeau en disant nous, on est beaucoup plus vert que les autres, c'est ça. Alors, ouais, après, je pense que le RSE, en vrai, je pense que ça fait pas de cash, donc c'est pas le sujet. Je pense que le vrai sujet, c'est en fait c'est que la différence avec les autres. Les autres vont vendre des IA en abonnement. Ouais. Il y a peut-être les pixels qui commencent un petit peu à s'améliorer pour pouvoir mettre du storage en local dans les téléphones. Et Apple vont vendre ça va être la promesse, ça va faire pourquoi c'est important de prendre des devices beaucoup plus puissants pour avoir de l'IA, mais il y aura des vraies différences. Tu auras des applications, tu n'auras pas accès aux features parce que tu n'as pas le bon iPhone. C'est sûr, ça c'est sans aucun doute. Donc c'est un peu cette bascule qu'on voit là, parce que tout le monde était parti sur le cloud et petit à petit on va revenir sur le finalement et surtout, du coup, tu auras un one client, cost. C'est plus sur le serveur, c'est sur le client. Apple vendait moins en moins d'iPhone, ils ont changé leur design, ils vont pouvoir complètement se différencier du reste, ils vont revendre des iPhones en flotte. Ça va revenir parce que ça faisait 7 ans que les Android et les iPhones se ressemblent. Là, c'est bon. Là, c'est bon, ça existe, c'est fini. Ça, c'est super, ils vont en revendre. Et de plus, Apple, moi, je m'étais inquiété parce que je me suis toujours dit, le local, c'est bien. En fait, qu'est-ce qui les a sauvés en bourse? Il y a 6 mois maintenant, quand ils ont fait leur sortie, ils indiquent toute leur réussite, etc. de l'année, ils ont baissé en vente d'iPhone, ou ils ont à peu près stagné. Par contre, les services ont explosé. Donc, moi, je me suis dit, ils vont faire un abonnement payant pour avec de l'IA, c'est leur service. Mais non, en fait, à contrario, c'est pas ce qu'ils vont faire. Eux, ils vont se dire, on vend des iPhones chers, mais il y a une raison de peut-être même qu'ils vont augmenter les prix pour avoir plus de capacité dans les téléphones. Et de là, tu vas avoir accès à des IA, des applications. Et donc, ça va encore plus se renforcer. Il va falloir faire plus d'applications natives. Pour Apple, c'est bingo. Ils ont encore plus de données. Il va falloir utiliser les IA des téléphones. Ils vont pouvoir vendre des téléphones encore plus chers. Ils vont rajouter de la features. L'écosystème va forcer le fait d'acheter des téléphones plus chers. Pour moi, ils ont tout compris. Et surtout, c'est le mieux possible. Des IA locales, des téléphones qui ont du sens. Moi, je suis vraiment dans cette vision on a extrait tellement de minerais, il y a tellement de produits qui n'utilisent pas leur capacité, faisons mieux. Et je pense qu'Apple est dans le bon axe. Et en plus, moi, je pense que c'est un peu, j'amène de l'IA qui sert sans s'imposer. C'est plutôt sur le device, c'est plutôt silencieux, c'est contextuel, c'est fluide en fait. Et là aussi, c'est un travail de fond. On parlait de Liquid Glass et du design, c'est un travail de fond. Attends, en fait, c'est un point super intéressant. Il ne faut surtout pas qu'on l'oublie, c'est pour ça que je me permets de te couper. Siri. Ils n'ont pas dit le mot Siri durant la keynote. Par contre, ils ont annoncé Buddies. Tu nous parles de Buddies, elle parle de Buddies. C'est simple. Déjà, on va prendre un point de base. Vous savez, OpenAI, ils ont racheté une startup, l'ancien designer de l'iPhone. Pas l'iPhone, l'iPhone. Johnny Ive. Un très bon designer, mais il n'a pas créé l'iPhone. Il y avait l'iPod avant, il n'a pas créé l'écran tactile. Je veux dire, il est très bon, mais voilà, il faut quand même remettre un petit peu le contexte. En fait, aujourd'hui, le device qui serait le mieux pour avoir une IA, soit au bout du doigt, soit c'est au début du poignet. En gros, une montre. Apple ont des... moi, je crois beaucoup aux lunettes, alors attention. Ah oui, non, mais bien sûr. Moi, je crois beaucoup aux lunettes. Les lunettes n'existent pas encore. D'ailleurs, je vais partager avec vous un ressenti, une intuition. Mais attendez un petit peu, je te laisse continuer. Je vous partage une intuition sur les prochaines lunettes Apple. Je crois que je l'ai trouvé. Et donc, on a leur watch Apple, c'est quand même le plus gros vendeur de montres dans le monde. Dans les watches, c'est le meilleur endroit pour mettre de l'IA. Okay, peut-être pas en local, mais c'est le meilleur endroit pour interagir avec une IA ta watch. Aujourd'hui, ils ont créé Buddies, assistant, qui en fait a accès à toutes tes notifications dans Activity, et donc tu as accès à Buddies, et donc tu peux choisir sa voix, choisir comment il te parle, et il est là pour te coacher. Tu fais ta séance, tu t'es arrêté, allez on reprend maintenant, c'est bon, t'as fini ta pause. Alors c'est là, ils ont mis en avant une IA agentique qui s'appelle Buddies, on ne peut pas parler de Siri. Point super important, une seule IA agentique, ils l'annoncent. J'ai essayé de mettre la bêta sur ma watch, je pense qu'elle est trouvée. Alors. Non, mais par contre vraiment, sincèrement, il y a un point super bien, ils veulent vendre du service. Buddies, c'est Activity, il va falloir prendre l'abonnement One Apple. Donc en fait, ils ont tout compris et en plus sûrement ça sera local dans le téléphone. Et donc moi je te dis que c'est avec les lunettes et j'ai une idée et je vous la donne maintenant cette idée. En fait voilà, Buddies. Tu parles de la watch, moi je te parle des lunettes. On voit bien aujourd'hui, il y a les seules lunettes qui sont à peu près métables, sans faire de jeu de mots, c'est les Ray-Ban Meta. Sauf que c'est un partenariat vertical Ray-Ban et Meta. Il reste quoi comme si Apple fait un partenariat, et moi je parie
sur un lancement des lunettes Apple avec Oakley pour rentrer dans un côté hyper sportif, très cohérent avec la façon dont ils ont lancé l'Apple Watch Pro, c'est-à-dire que c'est sur la gamme sportif. La marque Oakley est une marque. C'est très cohérent parce que les sportifs, finalement, aujourd'hui, tu prends des gens qui font de la course, du running, du vélo. Alors certes, ils ont leur watch, mais quand tu es en vélo, ils ont tous un clip sur lequel ils mettent leur iPhone. Si tu l'as sur tes lunettes Oakley de sport avec du Buddies intégré, qui fait le pont entre tes lunettes et ton smartphone, ça y est, c'est facile, on peut te guider et tout fonctionne. Et donc, je parie que c'est là-dessus. Mais je pense qu'il faut surtout répondre à une question. Parce que je vois ce que tu veux dire et c'est assez logique. Mais c'est Oakley qui supporte Apple ou c'est Apple qui intègre Oakley? C'est les deux. En fait, c'est les deux. C'est exactement. Attends. Qui a fait la monture? Non, mais attends, c'est exactement. C'est la stratégie qu'a fait Ray-Ban avec, mais ça n'a rien à voir. avec Meta. Non, mais ça n'a rien à voir. Attends, si, ça a à voir. Il y a des spécialistes du hardware et c'est deux équipes qui travaillent ensemble. Comme ça s'était passé avec Nike. Apple, on connaît leur art du design. Est-ce que c'est Apple qui va designer des paires de lunettes comme la Watch et vont proposer à des marques de s'y intégrer? Parce que tu pourras peut-être avoir une paire Apple mixée avec Oakley. La vraie question, c'est qui design le produit? Pour moi, je pense qu'Apple va designer eux-mêmes leurs lunettes. Moi, j'y crois pas. Bon, on verra. De toute façon, l'avenir nous le dira. Parce que derrière, il y a Android. Il y a Android XR et je pense que tout le monde l'oublie. On verra. Ça sera un épisode. On fera un épisode spécial. Comment on dit? Oscillor? Essilor. Attends. Essilor Luxottica. Ok, bon, là, c'est magnifique comment tu le dis. Eux, par contre, ils ont tout intérêt à mettre de la R&D et à intégrer Android XR. C'est pour ça que je pense vraiment Apple, ils vont faire cavalier seul et ils vont inviter des grandes marques pour les rejoindre. Mais Oakley, ils appartiennent à qui? Essilor Luxottica. On verra. Allez, ça sera un autre épisode. Comment? Là, c'était une parenthèse qu'on vient de fermer. Et du coup, attends, PPC, est-ce qu'on n'a pas un petit peu Apple Intelligence? Parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles features. Il y en a plusieurs qui kiffent, il me semble. Ouais, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Live Translation. Voilà, ça c'est pour traduire des messages ou des appels en temps réel. Je trouve que c'est incroyable. La barrière de la langue ne va plus exister. C'est génial pour les clients, c'est génial pour la formation, peut-être pour le support international. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement dans un call center, voilà, les barrières linguistiques s'effacent totalement. La question qu'on peut se poser, est-ce que vos équipes dans l'entreprise, moi j'aime bien poser toujours cette question pour regarder en fait le rebond que ça amène, nos usages perso, ça change quoi dans l'entreprise? Est-ce que vos équipes dans l'entreprise sont prêtes à travailler dans un environnement qui est multilingue par défaut, où la langue s'enlève? Le problème, c'est tous les process qui eux, sont peut-être calés par pays, par date, machin, etc. Donc ça amène de la complexité. Mais bon, et comment vous êtes capable? C'est ça la question qu'on peut poser aux décideurs. Est-ce que vous êtes certain que vous pouvez garantir la cohérence de vos discours, de vos offres, de vos contenus dans toutes les langues? Bonne question. Je pense qu'il y a du boulot, il faut chercher là, les gars. Parce que sinon, c'est pas juste je sais parler dans la langue, mais tout le process qui est derrière, les documents qui doivent arriver pour le client, les certificats, les machins, les commandes et autres, là, c'est autre chose parce que tu passes à une échelle mondiale. Il n'y a plus de barrière de langue, sauf que tous tes process ne sont pas calibrés. Après à date, alors, mais après, ne vendons pas trop quand même ce qu'a fait Apple. Ouais. C'est la live translation, hein, ça parle pas. Hein, c'est vraiment juste du sous-titrage. Hein. Oui, c'est du sous-titrage. Il y a la voix. Moi, j'ai entendu des changements de voix. Ah, si, dans la démo, il y avait des voix différentes. Non. Ah, si. Donc, ça traduit. Donc, je pense que ça change beaucoup de choses. Voilà. La question, c'est comment les boîtes peuvent garantir le discours, l'offre et la cohérence de tout ce qu'elles amènent. Autre fonctionnalité, Hold Assist. Ouais. Tu vois ce que c'est comme fonctionnalité, Alex? En gros, c'est quand tu appelles et puis tu peux attendre. Et du coup, en fait, ton iPhone, il te dit vas-y, je me mets en mode attente et il va te ring dès que la personne est arrivée. C'est tout con, hein. Il donne juste la voix et quand quelqu'un parle, il te dit il y a quelqu'un qui te parle. Hein. Mais ils l'ont fait, des petites choses, et ça montre bien qu'effectivement, l'iPhone iOS est bardé de nouvelles technologies. Donc ça veut dire, pour être certain de comprendre, hein, quand tu arrives sur un appel, il y a une attente, en fait, c'est le système qui va te rappeler, c'est ça? C'est ça. Et ben ça, c'est juste dingue, parce que je pense que si l'iPhone automatise ce type d'attente, on va tous s'y habituer. Et donc, en fait, tous les autres points de friction vont vraiment devenir intolérables. Par raison. Donc, les entreprises, à mon avis, elles doivent anticiper quelles tâches ou moments dans le parcours client pourraient et devraient être repris par une IA. Connected Mate. Autre point, iPad OS 26. Alors là, c'est le grand chambardement. Ça change tout, Alex. Écoute, je pense qu'ils vont aussi en revendre. Enfin, ils en vendent assez, mais non, je pense que là, ça en va bien revendre. partir, Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, en gros, l'iPad devient un Mac. Voilà, là-dessus, il y a tout, il y a Finder, il y a Quick Look, il y a tous ces éléments qui étaient que dispo sur Mac, avec la puissance du Mac. C'est assez intéressant, en fait. La question, c'est
Pourquoi l'iPad devient aussi puissant qu'un Mac? Ah, mais Qu'est-ce alors- qu'ils veulent faire? Non, mais attends, c'est vraiment. Il y a quoi derrière? Ouais, il y a quoi derrière? Ça quoi brouille, derrière ça brouille totalement les cartes. Ouais. Avant, c'était assez clair. On avait le Mac, on avait l'iPad. Est-ce que ça peut ne pas être la fin du MacBook Air? Parce que tu vois, l'iPad devient un MacBook Air. Plus sympa, plus tactile, etc. En fait, la seule différence, c'est que un MacBook Air fait pour de la bureautique, tu vas pas commencer à jouer avec ton terminal dans un MacBook. En gros, faire du code, etc., développer, tu peux, mais tu vas être rapidement limité. Donc en fait, le MacBook Air ne pourrait plus exister. Tu aurais juste les iPads, tu prends du puissant. Et dès que tu dois quitter la bureautique pour du code, pour des choses vraiment très puissantes, tu vas sur du Mac. Et là, tu as du gros puissant. Tu vois. Donc c'est un repositionnement dans la gamme. Peut-être que tu as un repositionnement, effectivement, où la bureautique va se limiter pour l'iPad. Et quand tu passes sur du technique, tu rentres sur du Mac et que tu es sur des monstres de guerre qui sont là pour pousser très fort. Et en vrai, ça aurait du sens parce que, on le sait bien, la bureautique de base, en fait, l'iPad le fait très très bien. La seule chose qui manquait, c'était ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est le fait d'avoir du multi-écran, d'être beaucoup plus à l'aise, de ne pas avoir ce principe un peu iPhone où tu as une app par une app, mais vraiment ce principe de l'ordinateur où tu peux faire du multidesk, tu peux changer, tu peux être très agile. Quand on voit l'utilisation des iPads en cours, plein de milieux, professionnels, etc., c'est cette agilité que les gens cherchent et c'est cette agilité qu'en fait, condensée avec ce principe un petit peu Mac, que avec le Mac, on peut pas avoir l'agilité parce que c'est pas tactile. Là, l'iPad amène le Mac, mais dans du tactile, donc on est sur une agilité max. Moi, je pense que là, on dit un truc. Repositionnement de catégorie de produits. Pour finir cet épisode, allez, un cadeau, c'est que tu adores ça. Je voudrais que tu nous parles de Vision OS 26. Écoute, c'est très fort. C'est très très fort. Et en plus, j'étais sur Vision Pro là récemment et peut-être qu'on en parlera dans un épisode. Mais en gros, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Et principalement, pour moi, le plus gros, c'est que maintenant, on peut faire tourner des applications Vision OS directement depuis une tour et faire du live streaming dans le Vision Pro. C'est-à-dire que si le Vision Pro est trop petit pour faire tourner une application, on peut la faire tourner dans un bel ordinateur et qu'après, je peux interpréter l'application dans Vision Pro. Exemple tout bête, vous voulez faire de la formation 3D. Explique, Ouais, tu m'as perdu. exemple. Explique-moi, ça marche comment? Vous voulez pouvoir faire une formation 3D. Vous voulez faire une formation dans le Vision Pro. Il faut recréer un environnement 3D de super bonne définition. Le Vision Pro est le meilleur casque pour pouvoir interpréter et le mettre. Le casque n'a pas la puissance pour tout faire tourner. Et donc Vision OS, maintenant, on peut faire tourner l'application sur un Mac, qui a beaucoup plus de puissance, un très très gros Mac qui a beaucoup plus de puissance que le Vision, et le Vision va juste interpréter, faire comme du live streaming. Ce qui fait qu'on va pouvoir développer des applications beaucoup plus lourdes et pouvoir les interpréter avec le Vision Pro, parce que le Vision Pro est le meilleur device pour interpréter, mais même s'il est très bon techniquement, il n'est pas assez puissant par rapport à ce qu'on souhaite faire avec. Et donc ça, c'est super intéressant. Le deuxième, c'est là où je suis très content, c'est les widgets. C'est le fait de pouvoir, vous enlever votre télé dans le mur. Vous êtes incrusté comme si c'était votre télé, comme un peu la The Frame de Samsung. Vous pouvez poser des photos contre les murs, comme des posters. Pourquoi c'est utile? Pourquoi c'est intéressant? Là, c'est vraiment spatial, cette histoire. Complètement spatial, mais à date, quand tu as un casque en fait, qui filme la réalité et te la remet dans les yeux, et du coup, il y a une légère pixelisation, c'est pas super confort à te dire, je regarde mon domicile, je consomme ma maison avec mon casque. Parce que t'as un petit peu de grain, c'est pas super transparent. Par contre, commencer à faire ça prépare quoi? Parce que le jour où tu auras du verre, ça se verra transparent. Tu auras une paire de lunettes. Mais ta paire de lunettes sera tout le temps sur le nez. Donc, quand ta télé elle apparaisse en face de toi, c'est génial. Et surtout, ce qui est super important aussi, ce qu'ils ont travaillé, c'est le fait que là, maintenant, tu as deux Vision Pro à la maison. Alors, oui, ça fait un petit budget. Tu peux regarder un film tous les deux avec la même télé encastrée dans le mur. C'est-à-dire que le côté, tu as une maison, dans la home sur Apple, tu vas pouvoir enregistrer ta télé, elle est dans ce mur-là. Toutes les personnes qui rentreront avec un device spatial verront la télé à cet endroit-là. À cet endroit-là. Et donc, ça, c'est bien un seul moyen de travailler le futur, des glacis, des casques spatiaux, etc. C'est de se dire qu'il va falloir pouvoir faire en sorte que le schéma familial, la maison, puisse interconnecter avec les mêmes objets. Moi, j'ai des fois deux Vision Pro à la maison. C'est compliqué de se dire on va faire une soirée Vision Pro. Là, maintenant, on va pouvoir commencer à rentrer dans cette ère-là. Oui, le casque est trop gros, oui, etc. En septembre, on aura des belles annonces, j'en suis sûr. Non, puis on sait bien que Vision Pro, c'est aussi une façon pour Apple de préparer le futur. Moi, s'il y avait une conclusion à faire sur ce qu'on a vu à la WWDC, je pense que Apple continue de façonner le futur. Brique par brique, sans effet d'annonce, sans trop de claquage de bretelles, ils construisent solide. Je vous avais dit ça par rapport à Google, rappelez-vous, tout le monde les critiquait, etc. Pas à pas, ces gens-là construisent. C'est ce que Apple nous a fait. Voilà, cette WWDC. Et surtout, ils vont avoir besoin de data pour finir cette construction. Pour moi, je pense que les eyeglasses et tout, ils les ont, mais maintenant, il leur faut des données d'usage. Il faut qu'ils comprennent bien les usages. Des bons exemples. Tout le temps, le Vision Pro est sorti, il était 10 fois mieux que le MetaQuest. Très bien, pricé aussi pareil, 10 fois plus cher. Non, mais la différence, c'est que MetaQuest, ça faisait 6 ans qu'ils vendaient des casques. Donc, niveau données utilisateurs, ils avaient ce qu'il fallait pour faire quelque chose d'incroyable. Apple a sorti un casque au top. De là, c'est devenu leur casque bêta test. Ils ont compris les usages. Ils sortent les widgets, ils sortent tout ça, ils vont comprendre les taux d'utilisation, les galères, etc. Qui fait que le jour où ça va vraiment sortir, les gens seront acculturés à ces designs-là grâce à leurs iPhones. Et en plus, ils auront tout compris avec les utilisateurs du Vision Pro, peut-être même se faire payer pour l'utiliser quand même à la fin. En fait, ils vont faire un device parfait qui va être lisse et qui sera le meilleur de la gamme.
parce qu'ils ont fait cette architecture-là. Et puis donc c'est pour moi qui ai toute confiance en eux, et j'ai plus confiance en eux que Meta. Ok, Apple prépare le futur. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner. C'est Connected Mate. Voilà, c'est le nom du podcast. Vous le retrouvez sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres. Et puis surtout, allez voir la chaîne YouTube Connected Mate. Ouais, vous abonnez, vous mettez la petite clochette comme ça, vous avez les notifications à chaque fois qu'un épisode arrive. Merci de votre attention. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.